Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Camille Conreur, designer industriel intégré chez Carrefour. Camille nous présente son parcours, puis la place du design aujourd'hui chez Carrefour, de la nouvelle stratégie mise en place avec les incroyables, créer des innovations au service du plus grand nombre, des produits d'achat spontanés complémentaires des courses alimentaires et que Carrefour propose à un prix optimal, grâce à ce qu'ils appellent en interne le design to cost. Elle prend le temps de nous expliquer le déroulement d'un projet, son organisation, les collaborations avec les partenaires et fabricants. Elle nous partage sa passion et son implication pour son métier à travers la genèse des jeux géants en carton. Et pour finir, elle nous parle de la visibilité et la dynamique que cette nouvelle gamme a donnée à l'équipe. Nous vous laissons découvrir notre échange. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui de la visibilité en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et pensez à vous abonner sur notre site acdi-asso.fr. Merci à vous. Bonjour Camille, merci beaucoup d'accepter de participer à notre podcast. Et donc, pour commencer notre podcast, peux-tu commencer par nous présenter ton parcours ? Ça marche. Déjà, merci Annabelle de me donner la parole aujourd'hui. Alors, concernant mon parcours, en fait, depuis toute petite, je suis hyper créative, hyper manuelle. J'ai toujours adoré dessiner. J'étais toujours avec mon bloc et mon carnet, mes crayons et dans mon coin, on m'entendait pas. Et j'ai toujours été vachement intéressée par l'art en général. Du coup, j'ai voulu faire art appliqué, mais mes parents étaient pas trop pour parce que dans ma famille, j'ai pas trop de personnes qui sont sensibles à ça. Et j'ai persévéré et finalement, j'ai réussi à vendre, le stage donc que proposait à l'époque l'ISD, Valenciennes. On pouvait faire 3 jours de stage avant le bac et puis j'ai adoré. Je leur ai vendu ça un peu comme un truc industriel, ingénieur, donc ça les a rassurés et ils m'ont dit: «OK» et donc voilà, j'étais lancée. Donc j'ai intégré le cursus design produit à l'ISD. J'ai fait mes 5 ans là-bas. Ce que j'aimais beaucoup, c'était toucher à tout. Donc pendant mes différents projets, je testais plein de domaines. J'étais pas vraiment focus sur un en particulier. Du coup, j'ai fait mes stages dans différents univers. J'ai fait un stage chez Adidas dans le sport et un stage chez Philips en médical. Donc rien à voir, mais chaque stage était hyper intéressant. Et en fait, finalement, avec ces expériences, j'étais à chaque fois dans du design intégré, mais j'avais pas du tout testé le côté agence. Donc finalement, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis tournée vers une agence qui s'appelle XL Design. Donc c'est une agence basée à Paris qui est spécialisée en cosmétiques et parfumerie. Donc nos clients, ils étaient plutôt, dans le luxe, c'était des grandes marques, de cosmétiques. On a pas mal travaillé aussi pour L'Oréal, Armani et cetera. Et donc, dans l'agence, les projets, c'était très focus sur, le formel, l'esthétique, les matériaux, l'attention du détail. Ça m'a apporté beaucoup de rigueur dans mon travail, mais j'avais un petit côté parfois où je pouvais être frustrée sur, le fait de m'arrêter à l'esthétique du concept et puis de ensuite passer le projet. Parce qu'en fait, finalement, les marques, elles venaient avec un brief et on leur proposait des concepts, ils validaient et après ils repartaient avec, le produit qu'ils développaient en interne chez eux. Donc petite frustration là-dessus et au bout d'1 an et demi, j'ai été contactée par, Philippe Vaé qui est du coup en charge du design, produit, chez Carrefour et je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, tenter l'aventure». Du coup, j'y suis allée et ça fait maintenant 3 ans que je fais partie de l'équipe design produit chez Carrefour. En fait, je pense aussi que je suis arrivée au meilleur moment parce qu'en 2018, le design produit, il a été un peu, restructuré, donc on a un peu, changé la stratégie et il y a eu un gros tournant là-dessus pour créer la gamme des incroyables. Donc l'idée avec les incroyables, c'était de trouver une nouvelle manière de mettre en avant la création de valeur du design dans l'entreprise et comment on pouvait faire ça? C'était en créant des innovations au service du plus grand nombre. Parce qu'avant, du coup, cette, stratégie Les Incroyables, c'était dans un fonctionnement où les chefs de produits, montraient leur gamme et mettaient en avant certains produits à redessiner. Il y avait quand même beaucoup de styles. Il n'y avait pas de gros travail de fond, au niveau du design. Et donc, avec cette stratégie Les Incroyables, on a un peu, recentré l'équipe autour de ça. Donc là, actuellement, on est 6 designers dans l'équipe design produit.
On travaille un peu comme une petite agence, donc ça, c'est top. Je pense que c'est pas toujours le cas en design intégré. En fait, nous, on a la chance de vraiment, toucher à tout et pour le coup, on répond pas à des demandes du marketing, on détecte nous-mêmes nos opportunités. Donc, je sais qu'il y a pas mal, d'entreprises où le marketing vient avec des briefs et puis les équipes design, doivent y répondre. Nous, on fonctionne vraiment en électron libre, donc chaque année, on a à peu près 2 grosses sessions créatives où on va, détecter, je dirais, plus de 200 opportunités, un peu dans tous les domaines dans lequel est Carrefour au non alimentaire, donc ça peut être, la maison, le jardin. Ensuite, une fois qu'on a cet énorme éventail d'idées, on va un peu procéder de manière entonnoir avec différents outils. Donc nous, déjà avec notre appréciation, on va déjà faire des présélections. Ensuite, on va passer par, des études clients. Ces études clients, elles vont être hyper rapides, c'est-à-dire qu'on va soit faire des dessins, soit des 3D. En fait, on va essayer de visualiser de représenter notre idée. Et là, par exemple, cette année, on a pas mal utilisé, les nouveaux outils comme, Midjourney et cetera pour, avoir des visuels très rapidement. Et en fait, on va leur, défiler ces images et ils vont juste nous dire: «Oui, j'achète, non, j'achète pas». Parce que, finalement, chez Carrefour, les gens, ils vont venir avec leur caddie pour faire leurs courses alimentaires. Ils viennent pas forcément pour le non alimentaire et nous, on se dit: derrière son caddie, on a une attention, vraiment, très faible et donc c'est comment on va capter le regard des gens. Il faut que le produit, il soit compris directement, en quelques secondes et donc ces études, elles nous permettent de réduire cette sélection donc d'idées et ensuite, quand on se retrouve à peu près à, je dirais, une cinquantaine d'idées, on va là les présenter au chef de produit et donc c'est à ce moment-là qu'on les fait intervenir dans le processus de développement. Les chefs de produit vont nous dire si ça les intéresse, si on peut faire rentrer ça dans leur gamme et ils vont aussi nous donner une estimation de quantité ou de volume en fonction d'une ambition prix. Et si le produit plaît au chef de produit, là on démarre vraiment le développement où on va intégrer une personne de la qualité et si besoin, une personne, du sourcing. Je le développerai peut-être un peu plus tard, mais, au niveau du sourcing, il y a une première partie où nous, on va faire nos recherches de fabricants, dans l'équipe design et si, c'est compliqué, on va soit faire appel au sourcing Europe ou soit au sourcing Asie. Mais c'est vraiment, notre force là en interne, c'est cette créativité et la créativité, elle arrive vraiment au niveau du choix des idées, quoi. Donc, on est assez libre. Je pense que c'est pas donné, à tous les designers intégrés en entreprise, donc, ça, c'est vraiment un point fort. On travaille sur plein de sujets très variés. Les designers sont pas dédiés à une typologie de produits. Ça va être un peu par affinité. Par exemple, personnellement, moi, j'avais quand même pas mal de connaissances en couture. J'en faisais pas mal pendant mon temps libre et c'est vrai que dans l'équipe, c'était pas trop développé. Donc on a commencé à faire des produits plus textiles parce que je pouvais prototyper assez rapidement. Mais sinon, dans l'équipe, il y a des personnes, qui ont des connaissances plus affûtées sur l'injection plastique ou sur l'emboutissage. Donc parfois, les projets, ils se distribuent un peu de cette manière avec les connaissances techniques et les affinités. Mais en soi, on choisit un peu, les projets sur lesquels on veut travailler et du coup, comme c'est choisi à la motivation, c'est vrai on les développe jusqu'au bout, on n'en perd pas un en cours de route, quoi, je veux dire. Et donc voilà, donc notre force, c'est vraiment cette créativité et aussi, dès le début, la prise en compte ce qu'on appelle nous, là, en interne, le design to cost. Donc ça va être vraiment, dès le départ, quand on va sélectionner l'idée avec le chef de produit, on va estimer, une ambition. On va s'établir une ambition prix qui va nous guider pendant tout le développement du produit. Alors, parfois on l'atteint, parfois on l'atteint pas, mais cette ambition, elle va nous permettre de déjà trouver des fabricants, voir si des partenariats peuvent être possibles avec cette idée de prix-là. Parfois, on nous dit: «Non, mais là, vous rêvez, on n'arrivera jamais à faire ça à ce prix-là» et puis cette ambition prix, elle nous permet aussi de parfois, trouver des moyens de production ou alors de faire évoluer les designs et de finalement partir plus loin de l'idée de départ. Donc c'est hyper important et ça permet aussi de proposer aux clients des produits qu'on appelle des produits vrais. Donc sur les incroyables, on essaye vraiment de réduire notre marge pour pouvoir, entre guillemets, la rattraper avec la quantité parce qu'on veut vraiment démocratiser et proposer des innovations au plus grand nombre de personnes, possible. Et donc
quand on va faire notre recherche de fabricant, on va directement, proposer cette ambition. Ça permet aussi de faire le tri. Il y a des fabricants qui vont être très moteurs et qui vont, tout de suite, vouloir, créer un partenariat et puis d'autres qui vont être un peu plus sceptiques et donc là, on se dit que finalement l'énergie, elle va pas être super dans le développement et donc ça nous permet aussi de faire des sélections et à chaque fois quand on commence à chercher nos fabricants, on essaye de relocaliser un peu les projets. Donc on va d'abord chercher des fabricants en France. Ensuite, bah, si on n'y arrive pas, là, on va se rapprocher du sourcing Europe et puis si en Europe, c'est toujours pas possible, on va se rapprocher du sourcing Asie pour trouver des fabricants, par exemple en Chine. Mais dans notre démarche, on essaye de toujours commencer par la France et ensuite d'étendre et en fonction des process de fabrication et aussi des fabricants qu'on choisit, on travaille soit avec les bureaux d'études, qui sont directement, intégrés ou parfois des fabricants n'en ont pas. Donc soit on fait appel à des bureaux d'études externes, soit si, on n'en trouve pas, on fait aussi appel à des spécialistes. On avait le cas là, il y a récemment, on a fait un projet textile. On a fait appel à Benjamin Métavant, donc qui travaillait avant chez Decathlon. Lui était spécialiste dans tout ce qui va être, optimisation matière, donc il nous a aidés au niveau du patronage à placer la matière sur les, laisses de tissu pour avoir le moins de pertes possible. Donc en fait, ce qui est très intéressant en interne là, c'est qu'on va travailler sur plein de typologies de produits, mais nous, on n'est pas du tout spécialistes dans ces différents, types de process de fabrication. Parce que, quand on fait un jouet en carton, puis juste après un barbecue avec de l'emboutissage, bah, c'est pas du tout les mêmes outillages et les mêmes techniques. Donc en se rapprochant comme ça de spécialistes, on arrive à être vraiment pertinent et puis à pouvoir atteindre, ses ambitions. Et ce qui se passe aussi dans la plupart de nos projets, c'est que finalement, on a notre idée, de base, mais on n'a pas forcément une forme prédéfinie et en fait, tout le design va venir, évoluer en échangeant avec le fabricant et finalement, parfois, on va se dire, je vais vraiment caricaturer, mais on va se dire: «Bon, bah, on aimerait bien faire, cette boîte carrée» et le fabricant va nous dire: «Bah, oui, mais en emboutissage, pour arriver au carré, il va nous falloir, 5 opérations, donc ça va coûter tant. Alors que si vous changez votre forme et que vous faites, une boîte, plutôt ronde, ovale avec des courbes, on va pouvoir retirer 2 opérations d'emboutissage et puis vous allez pouvoir gagner en prix». Dans la gamme incroyable, tous nos projets comme ça, sont vraiment créés en partenariat avec les fabricants et nous, on est vraiment le lien entre fabricant, la personne de la qualité et le chef de produit et on est là de la naissance de l'idée vraiment à la mise en marché. Donc on est là pendant tout le processus et donc c'est hyper intéressant et c'est exactement ce qui s'est passé avec les jouets géants quand on a créé, la saga et au début les premiers jouets. En fait, l'idée des jouets géants, elle est venue quand on a fait cette session de créativité. On parlait de souvenirs d'enfance et on s'est rendu compte qu'on avait tous déjà plus jeunes, joué avec des cartons et il y avait un côté hyper marrant de ces souvenirs qui étaient restés ancrés alors que finalement c'était avec des choses assez éphémères parce que la caisse en carton, on l'avait, bien malmenée pendant des semaines donc au bout d'un moment les parents avaient fini par la jeter mais il y avait un côté hyper, surprenant de se dire qu'on avait tous un souvenir avec une boîte en carton à raconter. Et contrairement à d'autres projets où parfois on est plutôt guidé par les enjeux de l'entreprise, là, c'est pas du tout venu du: «Ah, il y a beaucoup de plastique dans les rayons jouets, il faut qu'on diminue ça». C'est vraiment venu d'un souvenir qu'on avait tous en commun et on s'est dit: Mais ouais, mais ça serait génial de faire une cabane énorme» et puis Philippe nous avait raconté une anecdote, par exemple, où ses parents, avaient acheté un énorme congélateur et lui avaient gardé la boîte et il avait fait finalement un vaisseau spatial ou je sais plus quoi avec sa boîte et pendant des semaines, il était dans son carton et il bougeait pas et puis finalement à la fin, ses parents l'avaient, mis au rebut ou je sais plus mais en tout cas, il gardait un super souvenir de ça. Donc on s'est dit: «Bon, qu'est-ce qui existe actuellement dans les jouets en carton?» Il existait déjà des cabanes mais c'était, franchement, c'était assez cher. On était tombé sur des jouets à genre 150 € et on se disait: «C'est quand même, incroyable de mettre ce prix-là alors que finalement, le jouet va pas rester très longtemps à la maison». Donc finalement l'utilisation du carton, ça prenait tout son sens et on s'est dit: «Comment on va rendre ça accessible?» Donc on a un peu posé les différents points sur ce projet et on s'est dit: «Bon,
il y a quand même un côté éphémère, on va finir par jeter le jouet, donc c'est pas très écolo. Maintenant, on est plus dans une optique de durabilité. Mais là, nous, on est vraiment partis sur le côté éphémère des désirs des enfants et il y a plein de parents qui achètent des montagnes de jouets et finalement, on l'a tous vécu, mais les enfants, ils y jouent 2 jours et après, c'est dans un coin de la chambre et on y touche plus. Donc là, on s'est dit: «Bon, on assume ce côté éphémère, on part sur le carton. Comment on peut réduire notre impact?» Et là, l'idée, c'était de se dire: «Bon, premier point, on va essayer de relocaliser». Donc on a cherché, différents fabricants français. On s'est aussi dit: «Bon, comme le carton, finalement, c'est quoi?» Bon, bah, c'est 2 feuilles de papier avec de la cannelure au milieu, donc c'est que de l'air. Donc on s'est aussi dit: «Si on fait venir de l'air de Chine, ça va faire un peu cher, l'air et puis c'est pas très bon pour la planète». Donc on s'est dit: «Là, faut tout donner, il faut trouver des fabricants français». On en avait trouvé plusieurs et puis finalement, on a sélectionné, DS Smith, donc qui a été notre partenaire sur ce projet. Et ce qui était bien avec le carton, c'est qu'en fait, c'est une matière qui nécessite pas beaucoup d'investissement et pas beaucoup d'outillage. Contrairement à du plastique où on va devoir, payer des moules, où on va devoir, voilà, faire beaucoup plus d'investissement. Là, c'était assez, simple, il y avait pas beaucoup de risques et donc pour, emmener les équipes avec nous en interne, c'était beaucoup plus simple donc il y a eu vraiment, un fort élan d'énergie sur ce projet et donc ça représentait bien aussi ce qu'on essayait de faire en interne parce que finalement, nous, nos objectifs, au niveau de l'innovation, ça va être surtout créer des faire venir. Enfin, c'est comment on va, générer de la préférence client en magasin. Comment on va, en proposant des produits qui sont très accessibles niveau prix, mais pas que. En fait, on essaye de se dire comment on peut créer un effet un peu waouh, quand on vient en magasin. Donc ce projet, ça a été une bonne vitrine finalement. En plus, c'était très agréable de travailler avec ce fabricant parce qu'ils étaient vachement force de proposition. Ils nous ont beaucoup aidés sur, comment on va, assembler le jouet, comment on va le maintenir en place au niveau des languettes, et cetera et c'était super de, voilà, pouvoir, on avait des échanges réguliers là-dessus et puis, ce qui était, aussi très positif, c'était de voir la fierté, des salariés, de l'entreprise DS Smith d'avoir travaillé sur ce projet. Parce qu'habituellement, ils étaient plutôt spécialisés dans l'emballage, donc c'était des boîtes carton assez classiques et en fait, là, ils pouvaient même eux dire à leur famille, «Vous voyez, finalement, regardez ce que je fais, ça c'est mon travail, j'ai fait ça» et donc le fait de rendre fiers aussi, bah, des d'autres salariés hors Carrefour, mais qui se sentent vraiment, enfin concernés par le sujet, c'était vraiment valorisant. Du coup, voilà, c'était vraiment un projet top. En plus, ça nous a permis aussi d'être avec le recul, de se dire comment on peut être plus engagé comme ça sur tous nos projets. Comment on peut, vraiment mettre ça en avant au niveau du design chez Carrefour. Comment on peut reproduire l'histoire, voilà et être aussi plus durable. Parce que finalement, ce projet nous a amené énormément de visibilité dans l'entreprise. On a décroché un plan, com 360, on appelle ça, en fait, qui nous a permis d'être en catalogue, qui nous a permis d'être, affichés sur les panneaux d'affichage dans les villes. On a eu des grandes affiches sur les parkings des hypermarchés et on a eu, le graal, suprême, une pub télé. Normalement, les pubs, elles sont un peu réservées à l'alimentaire. On met pas tout le temps le non alimentaire en avant et là, du coup, on a eu une autre pub pour nos jouets géants et en plus, on a mis en avant les designers dans la pub, donc collègue Ludo et moi-même qui avions bossé sur le projet et ça, je pense que ça arrive pas beaucoup dans une vie de designer et voilà, on le voit pas forcément dans d'autres entreprises non plus. Donc ça, c'était quand même, un coup de visibilité, énorme et puis j'ai aussi une petite anecdote, alors ça, c'était marrant. J'étais partie faire mes courses, j'étais en voiture et j'étais au feu rouge. À un moment, je tourne la tête et donc dans la maison qui était, collée au feu rouge et j'avais une vue sur le salon et j'ai vu le toit de la maison en carton et je me suis dit: «Punaise, ça, c'est quand même, la concrétisation de pas mal de choses», de se dire qu'en tant que designer, on voit ses produits chez les gens. Donc il y avait un côté, un peu, j'ai pas j'ai atteint mon rêve, mais ouais, j'ai eu la petite larme à l'œil. Donc voilà, mais vraiment ce projet, il a été tremplin sur plein de choses en interne. Après, ce qui est différent avec les autres projets, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il y avait pas d'investissement.
Personne devait vraiment prendre de risques à part sur les quantités, mais en fait, c'était un projet qui roulait tout seul et donc là, le réitérer sur d'autres produits, c'est pas forcément, évident, mais en tout cas, ça a donné, c'était une introduction et ça nous donne un élan positif, pour la suite et puis ça nous donne aussi, envie de faire d'autres projets qui sont mis en avant dans des pubs et d'autres projets engagés et là, il y a des nouveaux produits qui vont sortir, notamment là dans 2 semaines des boîtes, de conservation en inox, à un prix, imbattable et pareil, là, ça sera fait en France. On en a 2 autres derrière qui vont sortir, qui seront faits en France, donc on est aussi assez fiers de pouvoir, contribuer à la relocalisation et c'est aussi le fait d'être chez Carrefour qui permet ça parce qu'on a une force aussi au niveau des volumes, qui nous permet aussi d'atteindre ce genre d'objectif et donc ça, c'était vraiment un gros point, du projet et notamment si je reviens sur, les boîtes, là, on avait fait appel à un fabricant qui, à la base, était spécialisé dans l'équipement automobile, donc pas du tout dans l'alimentaire et ils ont fait des énormes investissements pour produire cette boîte. Ils ont étendu leur usine pour, agrémenter toute une chaîne spécialement, dédiée aux produits Carrefour et donc voilà, ça permet aussi de se dire que, grâce à nos idées, juste nous à 6 designers, on arrive à contribuer à l'industrialisation, française donc ça, c'est vraiment génial. Mais ce projet était vraiment top. J'aimerais bien, pouvoir en faire plein d'autres comme ça, ici, mais voilà. Eh ben, écoute, Camille, merci beaucoup pour cette explication de, à la fois, la place du design chez Carrefour, comment tu es arrivée là, comment vous vous organisez, avec qui vous travaillez et surtout, la naissance de ces nouveaux produits, que vous avez appelés, les incroyables, dans vos gammes. Bah, de rien, Annabelle, j'étais contente de pouvoir partager ça avec toi et puis avec, tous les auditeurs.